Bonjour à toutes et à tous. On retourne pour la 4e fois. Allez, on retourne pour la quatrième fois la reconnexion, la connexion avec Charlotte pour pouvoir faire ce live enfin sur l'hypersensibilité. Sujet très important, très actuel et qui j'espère éclairera un maximum de monde. J'ai eu Charlotte au téléphone il y a quelques instants qui m'a dit que sur son ordinateur ça chargeait, donc il y a plus de chances que ça fonctionne enfin. Si vous avez des questions, allez-y, parce que même si le live ne devait pas se faire, je note les questions qui serviront pour le live quand il se fera pour de vrai. Ah, Caroline, t'as changé de compte. Les hypersensibles. Bonjour les hypersensibles. J'aimerais beaucoup que ce live ait lieu. Mais du côté de Charlotte, il y a un souci de réseau. Enfin, bon, ça bug complètement. Donc, on a beaucoup de difficultés à... Ça a bien démarré. Et puis, ça a bugué. Et depuis, elle n'arrive pas à retrouver à se connecter. Donc, ça ne... Ouais, si elle n'est toujours pas là, c'est que... Je pense que ça ne marche pas. Oui, mais je n'ai pas d'invitation. D'invitation à quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand je suis devenue maman, je suis devenue très sensible. Oui, mais du coup, est-ce que ça a à voir avec l'hypersensibilité ou l'ultrasensibilité? C'est une bonne question. Je vais le noter. Ah, il n'y a pas eu d'invitation pour rentrer. Ah, d'accord, les hypersensibles, c'est... Ok, c'est Charlotte, c'est normal. D'accord, ok. Donc, ok, on tient le bon bout. C'est Charlotte qui est revenue, mais sous un autre nom. Alors, attends. Pourquoi Bon, on tient le bon bout. Alors, maintenant, je crois... J'ai espéré que ce soit pas bon, mais si t'as pas eu d'invitation pour rentrer, c'est que sur l'ordinateur, on ne peut pas. Sur l'ordinateur, on ne peut pas. Ça marche pas. Tu peux voir tout ce que tu veux. Charlotte Weiss a rejoint la vidéo. Oh, Dieu existe. Peut-être. Oui, voir la demande. Yes. Oui. Ah, oui. Oui, Dieu existe. Yes, Dieu existe. Oui. Ah, mais oui, quand même. Finalement. En fait, ça se trouve. Quelque part. Ah, bien. Ah, alors, nous y voilà. Merci à tous ceux qui sont restés. Ouais, c'est trop cool. Franchement, Trop cool. merci. Franchement. Et j'étais soutenue. J'étais là, allez, courage, Julie, c'est rien, ça va aller. Oh, c'est trop Allez. gentil. Ah ouais, vraiment adorable. Vraiment, merci. Merci d'avoir patienté. Ouais. Puis bon, on fait la discussion pendant ce temps-là, c'était chouette. Alors, Charlotte, donc, je te représente. Donc, coach spécialisé dans l'hyper et ultra-sensibilité. On est d'accord? Tu es aussi auteur de 3 ouvrages. Donc, 4, c'est ça, hein? T'as vu? Ok, celui-là, Itinéraire d'une ultra-sensible, paru chez Le Duc, qui est top génial, que je recommande. Vraiment, qui est vraiment top, on va en reparler.
Et puis, 3 autres ouvrages que tu as coécrits, si j'ai bien compris. 2 avec Saverio Tomasella, qui a l'air d'être vraiment l'ultra spécialiste dans le domaine, c'est ça. Et puis, bien le dernier qui est sorti avec Maurice Barthélémy, Fort comme un hypersensible. Et d'ailleurs, le titre est assez... je trouve les titres très forts à chaque fois. Ouais, je trouve les titres très forts et très justes. C'est-à-dire que là, itinéraire d'une ultra-sensible, ça veut tout dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression, est-ce que c'est vrai, que en tant que ultra-sensible ou hypersensible, à chaque fois, on a des parcours assez atypiques. Alors, j'ai pu observer qu'effectivement, en fait, on découvre sa propre hypersensibilité avec... Elle est mise en lumière avec une difficulté de la vie, en fait. Ok. C'est pour les personnes qui ont en général 30, 40, 50 ans, voilà, les personnes de ma génération, en fait, on découvre son hypersensibilité, elle est mise en lumière à travers une difficulté. Donc c'est parce que en fait, on va buter, on va buter, on va buter sur quelque chose et qu'on va finalement se dire mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et puis comme maintenant on parle de plus en plus de l'hypersensibilité, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte de, cette particularité, qui en parlent. La presse en parle, voilà, la télévision en parle, il y a des émissions, il y a, comme toi, il y a des personnes qui font qui souhaitent en parler. Et donc, du coup, c'est véritablement ce qui permet que les personnes le découvrent plus rapidement. Et c'est aussi pour ça que au plus tôt on le saura, au mieux c'est. Et c'est également pour cela que les enfants, nos enfants, si on peut les accompagner et si on peut repérer ça chez nos enfants le plus tôt possible, c'est véritablement un plus pour nos enfants. Qu'est-ce qui va faire qu'on va repérer ça assez vite chez un enfant? Ça va être quoi les critères chez un enfant? Parce qu'un adulte, c'est très clair, et d'ailleurs, c'est très bien décrit dans ton livre, vraiment, à travers ton cheminement, à travers ton chemin de vie qui est assez incroyable. Comment on repère ça chez un enfant? Alors, chez un enfant, ça va être... il va être, par exemple, déjà tout petit. Ça va être un enfant qui va être gêné par les étiquettes, par exemple. Il va être gêné par les tissus, par les matières. Donc, très souvent, voilà, ils vont se gratter avec les matières. Ils vont se plaindre. Est-ce que la laine, par exemple? Oui. Ne pas supporter la laine. Ah oui. Difficilement la laine, effectivement. Ouais. Après, ils vont être vite embêtés par un environnement sonore. Ils vont pas supporter, ils vont pas supporter un environnement sonore où il y a trop de stimulation. En fait, il faut bien savoir que l'hypersensibilité, ce sont les sens. Donc, dans les sens, il y a visuel, auditif, kinesthésique, le goût et le toucher. Donc, au niveau du toucher, ça va être la matière, les étiquettes. Au niveau auditif, ça va être les sonorités. C'est-à-dire qu'il va y avoir une surstimulation au niveau auditif. Ça va être des environnements bruyants. Des environnements bruyants, mais avec tout plein de sons différents. Vous savez, comme les grandes surfaces, les fêtes foraines, les feux d'artifice. Ça, pour eux, c'est... Les motos aussi. Je me souviens de ma fille, parce que maintenant, en t'écoutant, je me rends compte qu'en fait, ma fille doit être hypersensible probablement. Quand elle était petite, quand il y avait une moto qui passait à côté, mais je sentais que c'était d'une violence. Elle se serait pris un coup, ça aurait été pareil, en fait. C'était vraiment... ouais, donc tout ça, finalement, l'environnement, la vie de tous les jours devient finalement violente, non? Alors, en fait, c'est partir du principe qu'ils perçoivent plus de sens et de manière plus intense. Donc oui, le bruit d'une moto va être comme une agression parce que ça va être perçu comme plus élevé. Donc effectivement. Et par exemple, il faut véritablement épargner les grandes surfaces, les hypermarchés, toutes ces choses, même les fêtes foraines. C'est-à-dire qu'en même temps, ils aiment cette idée de faire la fête, mais en même temps, une fois qu'ils y sont, il y a, bon, on reste pas trop longtemps. L'idée, c'est pas non plus de les mettre totalement à l'écart, parce qu'il faudrait pas non plus, quelque part, qu'ils soient
exclus de ce genre voilà, d'événements, parce qu'il ne faut pas non plus les mettre dans un cocon, mais d'y aller un petit peu, mais peut-être pas trop longtemps. D'accord. Ou en tous les cas, les écouter peut-être, entendre leurs besoins. C'est-à-dire que Voilà, leur tant qu'ils poser la tiennent, c'est question. bien, mais voilà, poser la question, tout va bien, etc. Oui. Finalement, est-ce que ça se... Attention, je mets bien des guillemets, hein. Est-ce que ça se soigne d'une certaine manière? Parce que, pour reprendre l'exemple de ma fille, typiquement, bon, ben, dans les motos, bon, elle fait plus ça quand elle entend une moto passer. Elle est plus dans... Et moi, dans cette perception vraiment à vif qu'elle pouvait avoir plus petite. Donc, est-ce qu'en grandissant quand même, on arrive à dompter cette hypersensibilité? Alors, il peut y avoir, il peut y avoir il peut y avoir des techniques qui permettent en fait de prendre une certaine distance, de prendre un certain recul, de mettre les choses à distance. Ici, voilà, au cabinet, on travaille ce genre de choses, pas forcément avec les enfants, mais plutôt avec les adultes. Il peut y avoir des techniques pour mettre les choses à distance, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que au plus, quelque part, on va essayer de vivre dans un environnement aseptisé, au plus on aura besoin, quelque part, d'un silence de plus en plus important. On l'a bien vu. Le confinement a été un énorme par rapport avec on l'a vu avec le confinement. Le confinement pour les hypersensibles a été pour de nombreux hypersensibles, au premier confinement il y a un an, comme, euh, comme quelque chose d'extrêmement agréable, appréciable. Hein, moi, j'habite au cœur de Paris et donc effectivement, il n'y avait plus de voitures. Il y avait beaucoup moins de bruit. Il y avait un grand silence qui régnait dans les rues. Ça faisait extrêmement bien. Nos emplois du temps étaient hyper allégés. On ne devait plus courir partout. C'était très agréable. Mais la difficulté pour les hypersensibles, ça a été au déconfinement. Mm. Et là, au déconfinement, j'ai eu plein de demandes de rendez-vous, effectivement, parce que tout à coup, les hypersensibles se sont comme habitués à ce silence, très habitués, beaucoup appréciés à ce silence, à ce que tout s'arrête, s'apaise, à ce rythme au ralenti. Mais du coup, le déconfinement était extrêmement difficile, alors que le déconfinement était un petit peu la vie, entre guillemets, ordinaire, normale. Mm. Donc, on voit bien qu'au plus on vit dans cet environnement aseptisé, au plus on a besoin de plus en plus le fait de, quelque part, de plus en plus de calme. Mm. Donc, oui, une forme, non pas c'est pas la vie adulte qui fait que, mais un petit peu à la fois, comme s'habituer quelque part. Pas renoncer totalement, mais ça fait partie de la vie en même temps. C'est un entraînement. Alors, parce que, quand même, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est en lisant ton livre itinéraire d'une ultra-sensible que j'ai vraiment compris que j'en étais une. Euh, Incroyable, c'est-à-dire que je le savais plus ou moins et je pense que j'évitais ce genre de livre, pas de peur de savoir, mais comme si intérieurement je le savais, mais c'est bon, voilà, ça va. Enfin, c'est vrai que j'étais élevée de façon très rigoureuse, très un peu à la militaire. Et du coup, voilà, il y a pas de ça, quoi. Je veux dire, on pleure pas pour un garçon, on fait pas ce genre de truc. Ben voilà, ok, pas de problème. Donc, c'est pas grave, j'ai développé autre chose. J'ai développé une grande résistance. C'est vrai que dans l'un des chapitres qui s'appelle Guerrière, oui, carrément, carrément. Et même, j'ai mis ça en avant énormément. C'est ce qui m'a tenue, finalement. C'est ce qui m'a sauvée plein de fois. D'ailleurs, c'est vraiment c'est par là qui m'a sauvée un nombre incalculable de fois. Ouais. Maintenant, c'est vrai que quand tu parles d'entraînement, en habitant Paris, pourtant j'adore Paris, j'adore le monde. À la base, je suis venue à Paris pour ça, parce que j'aime le monde, j'aime la vie, etc. Je me suis rendu compte qu'effectivement, après le premier confinement, mais même là, c'est-à-dire qu'en étant enfermée, surtout que je suis dans une cour intérieure, c'est très calme, je suis enfermée du coup chez moi toute la journée. Quand je sors, quand je dois sortir mon chien, à chaque fois, bon, allez, je prends sur moi pour devoir sortir et réaffronter le monde. D'un seul coup, le monde est... C'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a un truc quand même. Il y a un truc qui n'est pas bien, qui est pas bien normal dans cette histoire. Mais tout ce que tu dis, c'est-à-dire que je me suis retrouvée, c'est vraiment, hein, même dans ton parcours
professionnel, dans ton parcours de vie, même un peu familial, enfin, vraiment, c'est assez incroyable. C'est pour ça que je recommande vraiment, je le redis encore et encore, ce livre, parce que il va éclairer beaucoup de personnes sur qu'est-ce qu'un ou une ultra-sensible et quels sont aussi les atouts. Parce que j'ai l'impression que la société dans laquelle nous vivons ne met pas du tout en avant cette hypersensibilité ou cette ultra-sensibilité. D'ailleurs, je voudrais après que tu nous définisses un peu mieux ce que c'est l'ultra ou l'hypersensibilité pour qu'on sache qu'on connaisse vraiment la différence. Et pourquoi le monde a si peur de cette ultra ou hypersensibilité? Pourquoi c'est si compliqué? Alors, pour répondre, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Parce que en fait, la majorité de la population, de la société, quelque part, c'est encore étiqueté, c'est encore, on peut le dire, c'est encore étiqueté comme une faiblesse, comme associé à quelque chose, de l'hyper-émotivité. C'est encore associé comme de la sensiblerie. Il y a dans la pensée collective, voilà, une association de l'hypersensibilité à de la sensiblerie, à de l'hyperémotivité. Or, ce n'est pas ça. C'est une haute capacité des sens. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Parce que on nous demande depuis longtemps, depuis des siècles, de supprimer ça, en fait, de ne pas écouter ça. Or, si on l'écoute, c'est ce qui nous permet, finalement, c'est ce qui nous permet d'être ce que nous sommes. Et c'est parce qu'on ne l'écoute pas que, finalement, on est des hypersensibles contrariés. Et que, du coup, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est parce qu'en général, on va plus écouter... on va pas s'écouter, on va plus écouter les autres que s'écouter soi. Oui. Alors qu'en apprenant à se connaître, en apprenant ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, on apprend à mieux connaître notre monde et à plus s'accueillir tel que l'on est et à mettre en avant ce qu'on a de chouette. C'est ça, oui. Mettre en avant ce qu'on a de chouette. Alors, ce que tu me demandais aussi, c'est du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les qualités? Les qualités, ça va être la créativité. Ça va être que l'hypersensible, il va très souvent avoir des idées qui vont être en décalage de la majorité de la population. Oui. Même en avance, je dirais, non? Il n'y a pas un décalage peut-être, non? Oui, parce que voilà, tu as montré l'itinéraire et effectivement, dans l'itinéraire, j'explique mon parcours de coiffeuse, de chef d'entreprise. C'est-à-dire que en fait, ce que tout le monde fait à Paris maintenant, les coiffeurs, salons, barbiers, voilà. Moi, je l'ai créé en 1992. Oui, c'est fou. Je l'ai créé en 1992 en province. Et c'est parce que, en fait, j'avais énormément de monde que j'ai arrêté. J'ai fait un burn-out, en fait, à 28 ans. Et voilà, ça n'a pas été diagnostiqué comme ça, mais parce qu'on ne va pas tellement chez le médecin. Enfin, je n'allais pas tellement chez le médecin. J'étais une guerrière comme toi. Une guerrière, c'est ça, effectivement. Oui, c'est ça. Qui fait qu'on va toujours... oui, c'est marche ou crève. Aller de l'avant. Ouais. Voilà, on serre les poings et on va de l'avant. Donc, c'est effectivement la plus grande qualité des hypersensibles, c'est d'être un peu en avance, c'est cette créativité, c'est de voir les choses en avance. Et c'est aussi pour ça que les hypersensibles se sont, effectivement, je le dis tout à la fin d'hypersensibles, je le dis depuis, voilà, depuis plus de 6 ans, que les hypersensibles sont les personnes de demain. Et qu'ils voient toujours les choses un peu en avance. Donc, faites-vous confiance, hypersensible que vous êtes et qui nous écoutez, mais faites-vous confiance en vos idées, même si on vous dit que c'est totalement loufoque, vos propres idées. À l'époque, quand j'avais ouvert mon salon de coiffure, et quand j'ai ouvert mon salon de coiffure, les gens me disaient « Mais c'est dommage, tu te prives de la moitié de la population, les femmes, en plus, elles viennent beaucoup plus chez le coiffeur. » Mais je disais « Mais non !» Et c'est parce que je ne faisais pas la clientèle féminine que j'avais cette individualité, j'avais cette singularité, et qui fait que
finalement, j'ai eu beaucoup de monde. Et c'est ce qui faisait toute la singularité de l'établissement, en fait. On peut le retrouver sur la page Instagram. Hein. J'en ai mis une photo sur ma page Instagram de l'époque. Donc, en fait, c'est vraiment apprendre à s'écouter et se faire confiance. Et comme tu disais si bien, ne pas écouter les autres, ne pas écouter les peurs des autres. Je vois que c'est le pire, je crois. Là, c'est terrible. Dire, ah, je vais faire ça. Oh, t'es sûr? T'es sûr? Mais tu vas te planter, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs, tu le dis très bien dans ce livre, il y a un repli sur soi qui devient, on finit par plus dire, par plus dire, par raconter peut-être un dixième de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, parce que de toute façon, en face, ça va être ou perçu de travers, ou, c'est vrai, interprété avec le monde intérieur, avec la carte du monde de la personne. Je sais qu'on parle le même langage avec la PNL. Donc, chacun a sa carte du monde, mais ils ne sont pas foutus de garder l'ordre pour eux, les non-sensibles. Alors qu'on est là, on est dans notre monde, on pense que tout le monde pense pareil. Excuse-moi, j'ai souvent l'impression de voir les situations, les choses en 3D. Je ne sais pas comment te dire. C'est-à-dire que je vois les choses, une situation, je connais les tenants, les aboutissants à long terme, comme si je voyais les choses comme ça en continuité. Est-ce que ça, c'est l'un des critères d'un ultra sensible? D'ailleurs, oui. Ultra ou hyper? C'est quoi déjà? Je serais quoi, alors, plutôt, par exemple? Moi, j'aime beaucoup le terme hypersensible parce que c'est une expression derrière laquelle beaucoup de personnes se retrouvent. Et je trouve que le terme hypersensible, il y en a beaucoup qui se retrouvent, qui découvrent leur hypersensibilité. Et j'aime beaucoup l'idée je suis assez conservatrice, et j'aime beaucoup l'idée de conserver ce terme parce que, en fait, c'est un mot derrière lequel beaucoup de gens qui rassemblent tous leurs mots, M-A-U-X. C'est un mot M-O-T derrière lequel rassemblent tous leurs mots M-O-U-X. Et du coup, parce que maintenant, justement, oui, les hypersensibles, on est de plus en plus à se reconnaître. On est de plus en plus à s'identifier. Alors, ce n'est pas une identité, il faut bien faire attention, mais à se reconnaître dans cette particularité, dans cette nature. Moi, j'appelle ça une nature. On est de plus en plus à se reconnaître. Donc, du coup, je trouve que c'est bien de conserver ce terme pour que ça s'amplifie et puis pour pas complexifier parce que du coup ça met trop de confusion dans l'esprit des gens et on se perd et du coup ça crée des maisons différentes. Alors c'est juste une question de sémantique et c'est dommage de trop créer de la confusion comme ça s'est produit pour les hauts potentiels, surdoués. Voilà. Du coup, ça fait perdre les gens et du coup, on les perd. Alors qu'un mot, eh ben, en fait, fait qu'on serait plus nombreux. Et puis, voilà. Alors, hypersensibilité, à l'époque, je l'ai marqué dans l'itinéraire. Hypersensibilité, c'est donc comme elle dit, Hélène Aron, c'est une capacité... voilà, c'est une capacité avec les sens sensoriels amplifiés. Elle donne des critères et des caractéristiques particuliers. Hein. Pour moi, c'est donc des capacités sensorielles plus élevées, plus une pensée en arborescence, donc une pensée qui va plus vite, qui est plus rapide, où il y a plus d'informations, un petit peu ce que tu décrivais quand tu disais que tu voyais les choses comme ça, de manière un petit peu lointaine. Hein. J'ai tendance à dire qu'en fait, chez les hypersensibles, voilà, il y a une pensée, une vision. C'est pour ça que ce sont les êtres de demain, c'est parce qu'il y a une vision, en fait. Hein. Quand je suis revenue à Paris et que j'avais un petit peu des difficultés après mon activité de comédienne, je me suis dit, est-ce que je refais de la coiffure pour hommes? Est-ce que je rouvre? Je savais que ça allait marcher. Je savais que si je refaisais un salon de coiffure pour hommes, ça allait marcher. Et je savais que ça allait s'amplifier dans Paris. Mais je ne voulais pas refaire de la coiffure. Oui, il y avait quelque chose dans ton corps qui disait, non, c'est pas OK. Oui, et quand j'étais dans mon salon de coiffure, j'ai même dit une fois à un client, j'ai même dit, vous voyez,
ce que je fais là, ben, en fait, je ferais bien que ça. Moi, ce qui me plaît dans la coiffure, c'est de discuter avec les gens. Et si je pouvais faire ça toute la journée, sans la coiffure, ce serait bien. Voilà. Ben, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, l'ultrasensibilité, à l'époque, j'avais fait valider la définition par Saverio Tomasella, celle qui est dans l'itinéraire. Bien sûr, je lui avais fait valider. C'est que c'est une hypersensibilité à laquelle s'ajoute une hyperempathie. Voilà, donc, c'est une hypersensibilité plus une hyperempathie. Donc, avec les personnes hypersensibles sont bien sûr empathiques, mais il y a une empathie plus élevée que la moyenne. Donc, c'était la définition qu'il faisait à l'époque de l'hypersensibilité, de l'ultrasensibilité. C'est une hypersensibilité additionnée à une hyper-empathie. Voilà pour l'ultrasensibilité. Et c'est pour ça que à l'époque, il m'avait dit, voilà, je te reconnais bien dans les ultrasensibles. Et voilà, parce que je m'étais juste identifiée à hypersensible à l'époque. Oui. Voilà pourquoi dans le titre, c'est ultra sensible qui est sorti. Voilà, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, l'hypersensibilité, est-ce qu'elle peut se déclencher avec le temps? Ou alors quelqu'un qui semble normal, qui rentre un peu dans les clous toute sa vie, peut déclencher une hypersensibilité après une grossesse, par exemple? Ou alors c'est là juste de la sensibilité, c'est une forme de sensibilité de mère classique, quoi. On n'a pas encore, il y a encore aucune étude qui a confirmé l'hypothèse qui a encore confirmé l'hypothèse soit de l'hérédité, soit voilà, de la génétique. Mais voilà, on voit bien dans le cabinet, on a une mère et puis des enfants, ou on a les enfants et puis après les parents, mais il y a quelque chose de l'ordre de la fratrie, en fait, dans l'hypersensibilité. Est-ce que ça peut être déclenché au cours de la vie? Je pense qu'on peut avoir une hypersensibilité qui est là un petit peu dormante, en fait, on peut dire à la naissance, mais qui, parce que, pardon, cette fois-ci c'est moi, pardon, par une éducation stricte, sévère, fait que on réfrène ses émotions, sa sensibilité, ses ressentis. Et que les événements de la vie ou une naissance vont faire apparaître ou sortir cette hypersensibilité. Donc, on ne va pas devenir hypersensible au cours de sa vie si on ne l'était pas au départ, mais les événements peuvent faire ressortir cette hypersensibilité. Je dis souvent, c'est un petit peu comme quand on se met une armure, quand on est une guerrière, mais l'hypersensibilité à un moment donné, elle ne peut plus être enfermée et elle sort à travers l'armure comme elle sort par tous les pores de la peau. Et donc, du coup, elle a besoin de sortir. Alors, ça va être, oui, avec suite à un burn-out, suite à une naissance, suite à un licenciement, ça peut être suite à quelque chose de difficile qui consiste à, qui au final fait dire, mais je peux plus vivre comme ça en fait. Et quand on met au monde un enfant, il y a tout à coup, effectivement, tous nos sens qui se mettent en éveil, d'où effectivement ça peut venir de la naissance parce que tous nos sens avec l'enfant se mettent en éveil, à la fois le toucher, l'odeur de l'enfant quand on le prend et quand on sent son odeur ou quand on les petits vêtements, sa peau, tout à coup ça fait éveiller. C'est vrai. L'hypersensibilité. Ça réveille quelque chose. C'est très... Enfin, j'ai noté aussi la phrase, mais ça m'est revenu. À un moment donné, dans le livre, tu parles tout le temps dans la lune. Un enfant, enfin, encore une fois, hein, vu que j'en suis une maintenant, je le sais. Quand j'étais petite, c'était tout le temps. Alors, travaille bien, mais tout le temps dans la lune. The fuck. Oui, je suis dans la lune, je suis tellement mieux là-haut que là, avec vous. Mais ouais, ça c'est un critère, quoi. Un enfant qu'on critique malheureusement en lui disant t'es dans la lune,
il est probablement hypersensible. Est-ce que ça, c'est un des critères quand même qui est assez dominant chez un hypersensible? Alors, c'est vrai qu'on retrouve souvent ça hein, chez Ouais. chez les enfants hypersensibles. C'est le fait de s'échapper, d'être dans ses rêves, c'est le fait de... est-ce que c'est un critère? On peut le retrouver. Après, l'idée, c'est pas non plus de faire des généralités à part Évidemment. une caractéristique, Mm. mais ça peut être un critère. Ouais. C'est un des critères. Le fait d'être dans son monde, de s'échapper pour échapper en fait à la dureté comme tu viens de le dire, parce que c'est dur d'être là, ici, sur Terre, parce que c'est pas intéressant, parce qu'on s'ennuie, parce que c'est triste. Ouais, Mm. Ça manque de fun. ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est intéressant tout ça. Comment sait-on qu'on est hypersensible? Parce que finalement, c'est quoi? En lisant ton livre, par exemple, en se disant, comme ça m'est arrivé justement là en le lisant, en disant, mais attends, mais c'est pas possible. Parce que pour tout te dire, d'habitude, en fait, quand ça me parle, je souligne. D'accord? J'ai un bon vieux crayon à papier et je souligne à chaque fois. Et là, mais au bout de la moitié du bouquin, en fait, je vais arrêter de souligner, c'est ridicule. Enfin, à un moment donné, il faut que je souligne toutes les phrases quasiment. C'est pas la peine. Donc là, c'est une première chose. Mais quelqu'un qui a un doute ou est-ce qu'il y a des tests pour détecter une hypersensibilité? Est-ce qu'il y a un test que tu connais ou qu'est-ce qu'il faut faire pour Oui, vraiment être sûr? effectivement. Alors moi, j'utilise le test de Hélène Aron, donc qui est dans son livre, hein, dans Oui. ceux qui ont peur d'avoir peur, qui ensuite est devenu le livre hypersensible. Tu l'as là avec toi, ce Oui, livre? Tu peux nous le montrer, s'il te plaît? J'ai jamais vu celui-là. Des gens qui ont peur d'avoir peur. Ok, alors jamais hein, entendu mettre parler. sous un parapluie, tous ensemble. D'accord. Voilà. Elena Ron, ça s'écrit comment? Ah, Euh, Ron. Ah oui, d'accord. Aron, mais Hélène, c'est Elaine. Ok? D'accord. Alors, Merci. comme toi, hein, rassure-toi, comme toi, voilà, il y a plein de choses qui sont stabilotées. Donc, Voilà. voilà, c'est ce qui nous permet voilà, oui, de se reconnaître. Voilà, quand j'ai découvert ce livre, c'est le premier que j'ai acheté quand j'ai découvert le mot hypersensible. Voilà, et ça, quand cette découverte a été effectivement une révélation. Pour la plupart d'entre nous, c'est soit c'est une révélation. Ça veut dire que tout à coup, il y a plein de choses qui s'apaisent. Tout à coup, c'est ça y est, j'ai découvert ce que j'ai. Il y a cette idée d'arrêter de chercher. Hmm, c'est important. Il y a cette idée d'arrêter de chercher. Il y a cette idée où tout à coup, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé ce que je suis, et je peux arrêter de. Parce qu'on entend beaucoup d'errance thérapeutique en fait chez les hypersensibles qui cherchent beaucoup ce qu'ils ont, qui cherchent de l'aide. Et donc, du coup, quand on pose le mot de l'hypersensibilité, ça peut être aussi la fin d'une quête. Hmm. Donc, le début de quelque chose. Parce que c'est ce que tu dis aussi. Tu dis que beaucoup sont perçus par les psychiatres comme des dépressifs, en fait. Alors que pas du tout. Alors, il peut y avoir, j'ai observé, c'est ce que j'ai marqué dans l'itinéraire, une confusion entre les personnes hypersensibles et les personnes qui sont déprimées en permanence. Mais pourquoi? Parce que finalement, ils n'ont pas cette vision, ils n'ont pas l'environnement adapté, ils n'ont pas ce cap, ils n'ont pas ce rêve dont l'hypersensible a besoin. Et donc, le quotidien, en fait, parce qu'ils ne sont pas entourés de l'environnement qui leur convient. Hmm. Et donc, sans arrêt, ils vont essayer de s'adapter ou de se suradapter à l'environnement. Et donc, du coup, ben, c'est difficile, c'est laborieux. En tant que guerrière, tu le sais aussi. Et Hmm. donc, du coup, ça peut effectivement être perçu comme une forme de déprime parce que c'est sans arrêt. J'essaye, j'ai de l'espoir, et puis, en fait, non. Hmm. Et puis, ah ben, il y aura peut-être ça, et puis, en fait, je vais aller voir tel thérapeute, puis, en fait, non. Hmm. Et puis, à chaque fois, c'est comme des up, down, Ouais. up,
On trouve beaucoup d'hypersensibles qui font effectivement, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Et donc, il y a une lassitude en fait. Il y a une grande déprime, il y a une forme de dépression et du coup, peut-être, oui, il peut y avoir une confusion avec euh, des personnes hypersensibles qui sont fatiguées, qui sont lasses, et qui sont pas dépressives, Non, mais non, c'est pas qui ça. n'ont pas trouvé le terrain qui leur convient. Et ces personnes-là, tu leur conseilles quoi? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce que tu fais comme travail avec ces personnes-là? Ben, en fait, ça va être de voir euh, quelles ont été quelles ont été leur histoire et de voir à quel moment elles vont bien, à quel moment elles vont pas bien, comment ça fonctionne, dans quelle situation, qu'est-ce qui fait et surtout, le travail, puisque moi je travaille en thérapie brève et donc de Palo Alto, ça va être de regarder qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils font pas qui fait que finalement elles sont dans cette situation-là. Et du coup, celles qui ne savent pas, elles continuent finalement, peut-être, certaines doivent être sous médoc à l'heure actuelle, Oui, alors qu'elles n'en ont pas besoin, alors que c'est carrément un autre accompagnement dont elles ont besoin. exactement. J'ai une cliente formidable voilà, que j'ai accompagnée dans mes tout débuts en 2015-2016, qui, quand elle est venue me voir, quand elle m'a appelée la première fois, elle avait rendez-vous chez un autre psychiatre. Parce qu'elle prenait déjà des médicaments, elle se disait que ça ne convenait pas, donc elle avait rendez-vous chez un autre psychiatre et elle devait aller voir un autre psychiatre. Et en fait, je lui dis, mais au téléphone, parce qu'elle dit, bah, je vais aller à mon rendez-vous. Je dis, mais oui, allez à votre rendez-vous. Et si toutefois, ça ne convient pas, éventuellement, peut-être plus tard, alors on se revoit, etc. Et en fait, 3 mois après, elle est revenue. Elle m'a téléphoné, elle a pris rendez-vous et on a commencé un travail. Et donc, elle était sous médicaments, en fait. Elle était suivie par le psychiatre. Et en fait, aujourd'hui, elle va très bien. Elle ne prend pas de médicaments. Elle ne prend plus de médicaments. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter tout traitement médicamenteux. Je ne me substitue vraiment pas à un psychiatre ni à un médecin. Mais ça veut dire que c'est juste pour confirmer l'hypothèse que oui, il peut y avoir parfois une confusion entre dépression et hypersensibles qui ne sont pas testés, qui ne se sont pas reconnus et qui sont dans une errance thérapeutique. Tout simplement. Parce que j'ai l'impression du coup, à travers ce que tu dis, que certains hypersensibles, pour s'adapter à leur environnement, prennent des méthodes finalement pour s'endormir, pour endormir leur hypersensibilité, pour finalement être comme les autres. Et du coup, dans le monde magique dans lequel nous vivons, ça passe crème, comme disent les jeunes. Tout va bien. Mais finalement, ils se coupent d'une partie d'eux-mêmes, on est bien d'accord. Alors qu'en fait, ils se coupent d'une partie d'eux-mêmes qui est super chouette, pensant que c'est de la dépression, donc que c'est quelque chose à abattre, alors que c'est juste quelque chose de merveilleux, que c'est un cadeau. Il se coupe de l'air trésor. C'est pour ça que pour continuer sur la question que tu me demandais, qu'est-ce que tu fais comme travail, oui. Finalement, l'hypersensibilité, c'est pas le truc à travailler, en fait. Une fois qu'on a validé, OK, qu'on est hypersensible, et bien souvent, je dis aux gens, aux personnes avec qui je travaille, c'est OK, ben ça, Tu sais, on le met là. voilà. On n'y touche pas parce que ça, c'est le cadeau. C'est votre don, c'est votre talent, c'est votre plus. Donc, du coup, maintenant, on va regarder, OK, qu'est-ce qui empêche ce truc-là, en fait, d'éclore? Qu'est-ce qui fait que ce truc-là, il n'est pas, il n'a pas fleuri? Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce truc-là, en fait, il n'est pas sorti de sa coquille comme un papillon? Ouais. Pourquoi il ne s'épanouit pas finalement? C'est ça. Pourquoi ce truc-là, il est bloqué? Il est coincé dans quoi, en fait? C'est quoi qui le coince? Et en fait, c'est ça le travail que je fais. Je regarde ce qui coince. Bien sûr. Parce qu'on va pas forcément essayer de diminuer cette hypersensibilité puisque c'est ce qui nous permet de sentir le monde et d'anticiper et d'avoir une vision. C'est pour ça que ce sont les hommes de demain. Et c'est pour ça que dans les entreprises, ils vont être hyper importants et que véritablement, c'est un trésor. C'est un trésor. Oui.
Et est-ce que bien souvent, finalement, ce qui contraint l'hypersensible de s'épanouir et de faire épanouir cette hypersensibilité, c'est quoi? C'est souvent les injonctions de la famille, tout ce qui a été entendu, l'environnement. C'est quoi en général? Ça, alors, je- il y a des choses en général, mais c'est en ça où justement la thérapie brève de Palo Alto, elle est hyper importante. C'est de surtout pas faire de généralité en Ah fait. non, oui, bien sûr. Je t'en prie, mais Ah, évidemment. c'est vraiment l'occasion pour moi de le dire. C'est en ça où véritablement il n'y a aucune règle, aucune recette, aucun truc et astuce. Et c'est donc C'est comme le mettre en avant, c'est pareil. Alors, c'est comme, oui, c'est ce que tu disais la dernière fois quand on parlait au téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette dans aucun sens et c'est propre à chacun. C'est ça. oui, c'est Ouais, ça. c'est sûr. C'est propre à chacun parce que pour chacun, ce qui coince, ça va être différent. Mm, Il y en a, ça va être effectivement le contexte familial. Il y mm, en a, ça va être euh, du coup toutes les pensées qu'elles se disent sur elles-mêmes, qui issues du contexte familial. Peut-être le contexte familial n'est plus là parce qu'ils sont adultes avec leurs propres enfants, mais ils continuent à entendre et se dire les mots qu'ils entendaient quand ils étaient jeunes. Il y en a, ça va être l'environnement professionnel dans lequel ils sont. mm, Il y en a, ça va être le conjoint qu'ils ont choisi à l'époque, mais en fait, peut-être qu'il ne correspond plus maintenant. mm. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun truc et astuce. Maintenant, quand même, d'une façon générale, l'environnement professionnel ou de couple a quand même un lien de près ou de loin quand même avec l'environnement familial de départ. On est Exact. d'accord, il y a quand même quelque chose à chaque fois qui se rejoue. Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça parce que je vais rebondir sur l'aspect couple. En fait, avant d'arriver au chapitre manipulateur, alors c'est comment tu le dis résilience, proie des manipulateurs. Donc, juré et craché, j'étais peut-être 20 pages avant. Oh, en lisant, je fais ah oui, je comprends mieux pourquoi, à un moment donné, dans ma vie, je suis tombée aussi sur un manipulateur. Ah oui, d'accord, ok. Et là, je te pose la question, je l'ai écrit noir sur blanc. Est-ce que c'est un terreau, est-ce qu'un hypersensible est le terreau idéal pour les manipulateurs? Alors, 2 secondes après, boum, 20 pages plus tard, je tombe sur ton chapitre. Euh, voilà, très, très facilement. C'est un aimant à manipulateur. Donc ça, c'est important aussi de le dire. C'est important aussi de le dire. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en étant hypersensible, le fait d'être hypersensible fait qu'on attire plus facilement les manipulateurs que les autres? C'est-à-dire que, en fait, comme j'explique dans le livre de Maurice Barthélémy derrière, il y a un paragraphe là-dessus. C'est que, en fait, ce sont un peu comme des aimants. C'est-à-dire qu'on est les proies des manipulateurs parce que, en fait, les personnes hypersensibles euh, vont avoir une capacité d'écouter, d'admirer, de sublimer. Et le manipulateur, quelque part, il aime être sublimé, Mm. il aime être encensé, il aime être valorisé. Donc, à la fois, quelque part, le manipulateur, il va, quelque part, euh, trouver quelqu'un qui l'encense, qui le sublime, parce que l'hypersensible, il donne de lui. Il est entier et il donne de lui. Donc, il va quelque Entier, part entier. Ça, c'est entier. ça, entier. Il est vrai, quoi. Il est entier. Et... Il est véritablement entier, comme voilà, il est véritablement entier. Et donc, du coup, il va donner et il va sublimer, et l'autre, il va apprécier. Donc, à la fois, ils sont complémentaires quelque part. Mm. Et donc, du coup, une fois qu'il l'aura sublimé, qu'il l'aura le pervers, enfin le manipulateur, il va observer comment l'autre fonctionne et puis il va apprendre tout ça, il va apprendre tout ça. Mais une fois qu'en fait il aura pris tout ça, et ben au bout d'un moment, il va changer de comportement et puis parce qu'au début il va le regarder, il va l'observer, puis il va lui dire ce qu'il attend qu'on lui dise, il va véritablement
il va dire ce que l'hypersensible finalement aussi attend. Donc, véritablement, par rapport à ça, c'est de prendre son temps. Quand on rencontre quelqu'un, c'est de prendre son temps. Je disais d'ailleurs, pour n'importe quelle rencontre, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, prendre son temps avant de se livrer. Oui, prendre son temps pour découvrir la personne, pour ne pas se donner pleinement, pour ne pas, parce que très souvent, les hypersensibles, ce que j'entends beaucoup au cabinet, c'est pourtant j'ai tout donné, j'ai tout fait, j'y ai laissé ma peau, j'y ai laissé, voilà, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Il donne tout, l'hypersensible. Et ça, le manipulateur le sait. Il y a et c'est là où on pourrait dire un peu cette fragilité, quelque part. C'est plus une fragilité émotionnelle dans le sens où, quelque part, l'hypersensible, il aime aimer. Il donne de l'amour très facilement. Et le manipulateur, il aime être aimé. C'est en ça c'est comme aimanté, en fait. Oui. Donc, il ne s'est pas donné. Le manipulateur, vu qu'il ne donne pas, au bout d'un moment, non, fatigue, quoi. S'épuise. Et c'est là où tout à coup, en fait, à un moment donné, presque quand il s'est rassasié de toute l'admiration, les compliments, les flatteries dont il avait besoin, bien il se détourne et puis que du coup, on ne le reconnaît pas. Et nous, on est toujours en attente de ce qu'il a pu donner au début, mais sauf qu'en fait, non, c'est fini. Il est presque passé à quelqu'un d'autre. Il va à nouveau flatter d'autres, il va à nouveau complimenter d'autres pour recevoir de l'amour. Mais l'hypersensible donne de l'amour, c'est en ça où, du coup, voilà, quand il y a une maternité, etc., c'est cet amour qu'on peut donner à l'enfant. C'est en ça où c'est très agréable voilà, d'avoir un bébé quand on est hypersensible. Mais par rapport au manipulateur, il y a tout à coup, ça se retourne en fait. Et l'hypersensible tombe des nues en fait. Oui. Donc la solution par rapport à ça, c'est d'y aller doucement. Je me permets, Charlotte, de relancer les commentaires. Oui. Il nous reste environ 10 minutes. Oui. C'est dommage parce que ça pourrait durer des heures. J'adore. C'est tellement passionnant. Et donc, je laisse ouvert les questions. Nature, fonctionnement. En fait, je regarde les questions qui ont été posées pendant notre discussion. Merci beaucoup, Charlotte. Oui, merci. Repli sur soi, plutôt saine protection. Ouais, le repli sur soi et oui, c'est une saine protection. C'est-à-dire que et justement après apprendre à se livrer petit à petit. D'abord être dans l'observation de l'autre. Après, l'autre aussi peut jouer un rôle et faire semblant de ne pas être ce qu'il est en vrai. Donc l'hypersensible peut aussi peut-être se faire, tomber dans le panneau, non? C'est pour ça qu'on a besoin de temps. C'est pour ça que ça va être. C'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de prendre le temps parce que de toute façon, au bout d'un moment, le manipulateur, il est démasqué de toute façon, au bout d'un moment. Parce que si vous prenez, parce que s'il reçoit pas tout ça, s'il reçoit pas tout cet amour, si on y va doucement, eh ben, il n'aura pas satisfaction. Oui. L'idée, c'est de ne pas forcément donner satisfaction à tout ça, en fait. Ouais, ne pas être présente tout de suite à la moindre demande. De ne pas donner tout. De ne pas donner tout de suite. Ouais. L'idée, c'est il faut imaginer presque qu'à la fin, se dire, c'est bon, la relation s'est terminée, mais j'ai pas tout perdu. Non. Oui, j'ai pas donné mon âme. Parce qu'il y a un sentiment d'avoir donné son âme d'une certaine manière. Oui. Et j'avais l'impression, je ne sais pas si ça va te parler, d'avoir été sucée jusqu'à la moelle, en fait, en termes d'énergie. Ouais. Si, tu sais, ça me donne l'idée, ça me donne la métaphore qu'on pourrait avoir, c'est un grain de raisin. En fait, une fois qu'ils sont partis, c'est le raisin sec. C'est ça. Raisin sec. C'est un raisin sec, en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est important. On est gorgé d'eau, on est gorgé de ressources, on est gorgé
de vie. Et l'idée, c'est que se dire, c'est que si ça s'arrête, de ne pas avoir la sensation d'être un pauvre raisin sec, en fait. Non, c'est même de la survie. Voilà, c'est ça. S'en sortir comme ça. Voilà. Donc, de toute façon, avec le temps, c'est le temps qui va le dire. Parce que l'hypersensible, il donne, il donne, il donne. Donc, il va falloir effectivement se réfréner un peu. Se réfréner un peu. Et quand tu dis ça, ça me renvoie à... j'avais une amie psychothérapeute qui me disait, tu as une résistance à la frustration qui est hors norme. Et à l'époque, je me dis, quoi elle parle? Et est-ce que c'est ça aussi? Alors ça aussi, je l'ai marqué dans le livre de Maurice et du coup, vous pouvez le retrouver dans le livre Fort comme un hypersensible. J'explique par rapport à la frustration et à ce qu'on appelle la susceptibilité chez les adultes. Souvent, on taxe les adultes hypersensibles de personnes susceptibles ou alors les enfants qui savent pas, qui supportent mal la frustration. Sauf que, en fait, c'est une histoire de valeur. Oui. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles, on a des valeurs, certaines valeurs. Par exemple, la fidélité, le respect, l'écologie. Voilà. Il va y avoir tout un tas de valeurs chez les personnes hypersensibles qui sont de l'ordre de l'honnêteté, toutes ces choses-là. Le respect, la transparence, l'intégrité, voilà, toutes ces valeurs-là. Et c'est vrai que quand on trouve quelqu'un qui n'est pas hypersensible, et ben très souvent, si ils vont dire ou faire quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas honnête, qui n'est pas intègre, etc. Et nous, on va du coup dire quelque chose, mais c'est pas, voilà, c'est pas normal. Ça va être, on va être touché dans nos valeurs. Il faut savoir que quand un être humain est touché dans ses valeurs, et ben en fait, c'est une réaction physique instantanée. Donc, oui, on va avoir une réaction. Et donc, on va être taxé de susceptibilité parce qu'on réagit à quelque chose qui n'est pas important pour eux. Parce que ce n'est pas important pour ceux qui sont hypersensibles. Parce que leurs valeurs sont différentes. Ils n'ont pas forcément toutes ces valeurs-là. Et donc, du coup, ils vont dire, tu es susceptible parce que ce n'est pas important pour eux. Mais c'est important pour nous. Pour nous, les hypersensibles. Quand tu fais ça, je ne me sens pas respectée. Le respect est important. Ouais, mais bon, allez, c'est bon, tu vas pas... Voilà. Mais si, en fait, si. Et pour les enfants, c'est pareil. Il y a une résistance... ils sont taxés de ne pas supporter la frustration, mais c'est parce qu'en en fait, ils n'ont pas... ils réagissent de la même manière à des choses qui sont importantes pour eux, qui ne sont pas aussi importantes pour les enfants qui ne sont pas hypersensibles. Ou finalement, ils vont à droite, à gauche, ils vont jouer avec l'un, ils vont jouer avec l'autre, et puis ils changent voilà, ils changent facilement. Mais c'est hyper important pour les hypersensibles. Mais pour autant, oui, il y a réaction, mais il y a une forme de forte résilience qui fait qu'on tient bon. Oui. On se dit, allez, on passe outre, ce qui fait que ça fait une résistance, une résistance. On peut porter longtemps la frustration avant de finalement dire, j'en peux plus là, c'est bon, la goutte d'eau, c'est la goutte d'eau de trop. Oui. Et après, c'est là qu'il faut se barrer. Mais c'est cette capacité d'adaptation et de suradaptation probablement qu'il y a parce que voilà, tu parlais que ton ami t'avait dit, tu as une haute résistance à la frustration. Oui. C'est probablement cette adaptation, cette suradaptation, cette habituation à la suradaptation qui fait qu'il y a une grande, grande, grande résistance en fait. Oui. C'est ça, c'est la guerrière. Encore une fois, on revient à la même. Oui, c'est la guerrière. Je lis vite fait, tout ça est tellement vrai, je suis soulagée d'entendre que c'est normal. La difficulté est de rencontrer des gens comme nous. Bravo pour ces échanges et merci. C'est vrai qu'on a beaucoup de merci depuis tout à l'heure. Donc moi aussi, j'en profite vraiment pour te remercier du fond du cœur, Charlotte. Et oui, entière, sucée jusqu'à la moelle. Je pense que là, on a beaucoup d'hypersensibles. Alors, est-ce que neurologiquement, les hypersensibles sont différents? Alors,
il y a eu des études qui ont été faites par Hélène Aron qui ont montré, par exemple, que la zone de l'empathie du cerveau des personnes hypersensibles était une zone qui était beaucoup plus en action que ceux qui ne sont pas hypersensibles. Ah, d'accord. Donc, ce qui est certain, c'est que les personnes hypersensibles, donc c'est pour ça que j'insiste pour dire que même les hypersensibles, hein, il y a de l'empathie, il y a une grande empathie, même si chez les ultrasensibles, il y aurait plus d'empathie. Mais il y a une grande empathie chez les hypersensibles. Et ça a été prouvé dans les études de Hélène Aron. Voilà. Et Charlotte, à la fin, là, parce qu'on va devoir couper, Ouais. je suis en quart dans 5 minutes, et c'est Ah. dommage parce que c'est vraiment qu'on ait perdu du temps au début, c'est pas grave. Désolée. Est-ce que, parce que j'ai encore plein de questions, est-ce que tu pourras prendre une photo de tous les livres que tu nous conseilles de lire, ta bibliographie d'une certaine manière de livres pour nous orienter, pour nous accompagner sur ce chemin d'acceptation de notre hypersensibilité. Si tu veux bien, comme ça je le partagerai sur mon mur ensuite. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, merci pour tout ça, merci pour ce moment. Vraiment, je vous conseille à toutes et à tous Itinéraire d'une ultra sensible. Charlotte Wills chez Le Duc Édition. Vraiment, c'est une pépite. Et il y a beaucoup de toi. Voilà, on apprend à te connaître. Et attends, avant de couper, tu peux nous faire l'accent ch'ti pour voir? Oh bah, si tu veux, moi je peux te le faire parce que tu sais que c'est moi qui ai coaché Sylvie Testu là pour l'accent. Ah, moi j'ai enregistré. Oh bah oui, c'est marqué dans l'itinéraire. Alors, si tu veux, bon bah, qu'est-ce que je peux te dire bah, l'hypersensibilité, surtout les hypersensibles, changez rien. Ah, changez rien. On vous aime, ne changez rien. On vous aime les hypersensibles. Voilà, et surtout aimez-vous les hypersensibles. Il faut s'aimer, c'est plus important. Merci, merci. Je t'embrasse fort, Charlotte. Merci, je vous embrasse vraiment toutes et tous très fort aussi. Et on est super, hein? On est des belles personnes. Bravo, merci, oui. Merci beaucoup pour ton accueil, pour ta patience suite aux problèmes techniques et tout. Avec grand plaisir, ça vaut le coup de tenir et de... Oui, comme quoi, hein, notre esprit guerrière, voilà, il est toujours là un petit peu et ça a du bon. Carrément, carrément. Merci à tous, merci pour toutes ces vues et puis un grand merci, merci du fond du cœur. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.